On peut débuter, Alexandre? C'est en cours, je vais vous prévenir, ça sera bon d'ici quelques secondes. Ça fonctionne, Alexandre. OK, c'est lancé, c'est bon. Bonne réunion à tous. Merci. Merci. Alors, reprise à la réunion publique du Conseil. 5, audition des contribuables, délégation. 5.1, présentation des services. 5.1.1, mise à jour. Plan d'appui à l'apprentissage. Questions et réponses. Monsieur le directeur. Merci. Alors, je vais débuter en remerciant nos équipes, tout le monde, pas juste les équipes pédagogiques, mais les services administratifs aussi, qui se sont tournés sur un dizaine, comme on dit, pour assurer l'accès aux édifices, l'accès aux technologies, un plan là, pour continuer le bon fonctionnement du conseil et un plan pour assurer l'appui à l'apprentissage dans peu de temps. Je suis en communication avec nos conseils membres de l'AFO-CSC. Je suis heureux, fier et confiant de la qualité du travail que les équipes ont fait. Et sans plus tarder, je vais passer la parole aux 3 surintendances qui sont responsables de la pédagogie et des services à l'élève, Jérôme, Nicole et Annick, qui vont vous présenter le plan d'appui pour les prochaines semaines ou les semaines de la phase 3. On s'est engagé à voir avec nos partenaires à l'AEFO suite au lancement de cette semaine, de voir quels sont les points qui pourraient agacer pour revoir au besoin certains éléments du plan. Évidemment, ce sont les enseignants là, qui vivent ça au quotidien, donc c'est important d'entendre ce qu'ils sont en train de vivre pour nous permettre d'ajuster notre plan. Mais sans plus tarder, je cède la parole. Je vois qu'on débute avec le palier élémentaire. Vous avez la présentation à votre écran, donc je vais passer la parole à Nicole. Et elle pourra par la suite céder la parole à Jérôme et à Annick qui pourront parler des portions de plan qui découlent de leur service. Bonsoir à vous tous et à vous toutes. Donc, en effet, nous avons mis en place, nous avons été en mesure depuis 2 semaines de mettre en place des appuis afin de pouvoir accompagner les membres du personnel dans une nouvelle approche pédagogique, un appui à distance, un apprentissage à distance. Et ce que vous voyez à l'écran, ça décrit un peu quel type d'appui, le temps de travail et les matières à enseigner, puis ainsi que comment nous allons faire la rétroaction. Donc, l'approche pédagogique qui est plutôt privilégiée à l'élémentaire, parce que c'est un peu différent au secondaire, puis Jérôme va vous en parler tout à l'heure, c'est plutôt une approche asynchrone. Qu'est-ce que ça veut dire? Ceci veut dire qu'il n'y a pas d'en-direct. Il n'y a pas nécessairement les attentes au niveau du conseil. Ce n'est pas un enseignement en direct. Les élèves peuvent compléter les tâches autres que devant l'ordinateur. Le parent prend les travaux d'un parent, d'un membre du personnel enseignant et peut le faire lorsqu'il sera disponible. On sait très bien qu'il y a une réalité à la maison qui est différente pour tous. Donc, afin de faciliter l'appui du parent ainsi que l'appui du membre du personnel enseignant, les enseignants à l'élémentaire partagent des travaux, soit une mini-leçon préenregistrée, des activités qui sont partagées, une activité à l'Internet même, afin de pouvoir continuer les apprentissages des élèves. C'est certain approche qui permet de recréer l'appui qui est donné en salle de classe. Toutefois, ceci permet aux élèves de travailler de manière autonome avec selon leur idéal. Le MEO a quand même offert certaines attentes. Toutefois, nous autres aussi, on s'est penché sur des besoins au niveau socio-affectif par rapport à nos élèves et nous avons décidé de privilégier des contacts virtuels qui sont planifiés par le biais de Google Meet ou par téléphone, selon un horaire qui est établi par la direction. Donc, pour l'instant, voilà nos attentes. Pendant la semaine du 6 avril, c'était un contact par Google Meet
avec l'enseignant titulaire et possiblement 2 fois à partir de la semaine prochaine. Et en ce qui concerne un appel téléphonique individuel ou un Google Meet, c'était aussi 1 fois cette semaine et potentiellement 2 fois la semaine prochaine. Donc, tout ceci, ces rencontres qui sont décrites, c'est plutôt afin de favoriser le bien-être de l'enfant. C'est tout le sentiment d'appartenance à une salle de classe, entre l'enseignant et les élèves et la didactique. Donc, non seulement est-ce qu'il y a un appui pédagogique, mais il y a aussi un besoin et qui ont besoin de ce lien affectif à la salle de classe. Les temps de travail et les matières enseignées, un peu plus bas sur votre écran, ont été prescrits par le MEO. Donc, bien sûr, ceux-ci ont été inclus dans le guide du personnel qui a été élaboré et les attentes du conseil par rapport aux membres du personnel à l'élémentaire. De la maternelle jusqu'à la 3e année, c'est 5 heures par semaine en littératie et numératie. De la 4e à la 6e année, c'est 5 heures par semaine, toujours en littératie et numératie, mais nous ajoutons aussi sciences et techno, études sociales et le temps de gestion, bien sûr. Et en 7e, 8e année, c'est 10 heures par semaine en littératie, numératie, histoire, géo et le temps de gestion. Donc, bien sûr, les membres du personnel doivent prévoir ce temps de travail à la maison pour tous les élèves des différents niveaux. Au niveau des évaluations des apprentissages qui se feront pendant le mois prochain, nous misons plutôt sur des rétroactions puis le monitorage du progrès des élèves. Donc, il y a des applications qui permettent dans le EAV et dans Google de faire des rétroactions directes sur les travaux des élèves. Donc, les stratégies qui seront mises en place lors de l'apprentissage à distance sont plutôt des stratégies d'évaluation formative qui seront utilisées. Des rétroactions descriptives, des commentaires pourraient se faire une rencontre individuelle ou un Google Meet, ou bien juste directement dans le travail d'un enfant par le biais des logiciels ou de la plateforme virtuelle utilisée. Et dans le guide, nous de guider les membres du personnel de l'élémentaire en ce qui concerne les outils technologiques et les plateformes virtuelles. Le conseil privilégie 2 plateformes. C'est plutôt Google Meet et le EAV, l'enseignement d'apprentissage virtuel. Si on passe à la prochaine page, vous verrez les différents outils qui sont utilisés par les membres du personnel et qui ont été approuvés par le conseil. Donc, dans le sens qu'on peut offrir un certain appui et on peut bien les guider. Il y a 1001 applications, mais ce sont vraiment les outils qui sont privilégiés ou préconisés à ce point-ci. Donc, le courriel, bien sûr, avec les parents, l'environnement d'apprentissage virtuel qui est sur le site web du MEO et Google Classroom. Et il y a aussi des applications à l'intérieur de Google Classroom qui permettent des enregistrements, Screencastify, Flipgrid, et bien sûr, les discussions, comme je vous ai parlé tout à l'heure, en groupe classe et des partages de rétroaction. Il y a plusieurs applications qui sont possibles. Donc, les CP offrent, ainsi que les webinaires du MEO, il y en a eu plusieurs qui ont été mandatés, offrent aux membres du personnel dans les heures afin de pouvoir exécuter un appui par rapport à l'apprentissage à distance. Est-ce que vous préférez procéder au niveau du secondaire André ou vous préférez qu'on pose des questions après chaque section? S'il y a des questions pour le palier élémentaire, j'inviterai les gens à les poser. Sinon, on passera au secondaire. Moi, j'aurais une question. Est-ce que vous continuez à... Comment vous vous assurez que vous recevez de la rétroaction des professeurs et de la direction? Est-ce que c'est est-ce que c'est fait de façon formelle à la fin de la semaine ou... C'est intégré dans le travail qui est fait par l'élève. Je vous donne un exemple, je l'ai vécu moi-même en étant parent. Mon fils a soumis un travail et la rétroaction est donnée à l'intérieur de son travail même dans
la plateforme virtuelle. Non, non, excuse-moi, c'est pas ce que je veux dire. C'est pas ça que je veux. Ma question, c'est plus par rapport. Oui, supervision. En effet, nous sommes rendus là. Nous sommes rendus à cette étape au sein du CA de comment nous allons pouvoir appuyer les membres du personnel. Il y a même des webinaires sur l'évaluation et la rétroaction. Ceci sera discuté prochainement afin de pouvoir s'assurer qu'en effet, nous sommes en train de monitorer un apprentissage des élèves. Donc, à déterminer les outils que nous mettrons en place pour les membres du personnel étant donné sommatique qui exécute, mais nous sommes à élaborer un plan d'action présentement afin de s'assurer que la direction est en mesure de faire des vérifications d'apprentissage chez les élèves. Si je peux ajouter, Geneviève, on se fie beaucoup à nos directions d'école, les communications qu'elles ont avec les surintendances. Nous avons eu une série d'audioconférences, vidéoconférences avec elles la semaine dernière. Nous avons ouvert un chat, un QR en direct où ils peuvent déposer leurs questions à tous les jours. Le CA s'y penche et donne les réponses aux questions sur une base quotidienne au fur et à mesure qu'elles rentrent. Et comme j'ai indiqué plus tôt, nous avons également pris de la position où on allait tenter la mise en œuvre de notre plan. Et par la suite, nous allions rencontrer le syndicat des surintendances responsables de la pédagogie, les ressources humaines et le syndicat pour voir ce qui fonctionne moins bien et comment on peut ajuster notre plan. Donc, on tente d'assurer que la communication soit ouverte, transparente et constante. Est-ce que vous envisagez de demander de la rétroaction aux parents dans les prochaines semaines? Pas tout de suite, là, c'est trop nouveau, mais si ça continue, est-ce que c'est quelque chose qu'on envisage de faire? Je dois t'avouer qu'on reçoit à tous les jours des rétros des parents, très positives comme moins positives, mais c'est définitivement quelque chose sur lequel on doit se pencher, oui. OK, merci. Palier secondaire maintenant. Alors, Chantal, si tu peux montrer. Jérôme? Oui. Désolée, dans le chat, Nathalie a une question. Vas-y, vas-y. Oui, j'avais une question par rapport, j'ai entendu que certains conseils scolaires anglophones interdisaient que les enseignants fassent des vidéos directement avec les élèves, comme Meet, par exemple, parce qu'ils disaient que c'était une intrusion dans la vie privée des foyers ou quelque chose comme ça. C'est quoi notre point de vue là-dessus, nous, si les gens nous posent des questions? Oh, nous, écoute, on a la discussion avec les deux syndicats, le syndicat des enseignants et le syndicat des travailleurs en appui, la FESO, les aides enseignantes, les éducatrices, etc. Pour l'instant, notre position demeure qu'on veut avoir du face-à-face. Je pense qu'au niveau socio-affectif, c'est important que les jeunes puissent voir le visage des enseignants. On n'a pas eu, à ma connaissance, des préoccupations de la part des parents, à savoir qu'ils ne voulaient pas nécessairement voir le visage de leur enfant ou des éléments là, du foyer en diffusion. Par contre, le fait demeure que ça demeure le droit du parent et du membre du personnel d'éteindre au besoin sa caméra et d'avoir des conversations là, en audio seulement. Merci. Henri, si tu me permets, rapidement. Un enseignant peut tout de même, le Google permet de fermer la vidéo et tous les enfants peuvent être, donc les parents qui le souhaitent, les enfants peuvent quand même se voir. Donc, Google Meet est exceptionnel de cette façon-là aussi. Okay. Excellent. Merci. Désolée, Jérôme, de t'avoir coupé la parole. Donc, Jérôme, on enchaîne avec le secondaire. Non, j'avais encore une question, André. Oui, vas-y. Excuse pour l'école. Ça revient au même genre de question de Nathalie. J'ai vu une présentation d'une direction d'école qui a envoyé ça à ses parents pour expliquer toutes les mesures de sécurité
le caméra, le système. Donc, j'ai trouvé que c'est une excellente, c'est un PowerPoint qu'elle a créé et c'était super bien. Ça essaie bien d'expliquer tous les sites web, comment aider les élèves. Donc, je ne sais pas si on a eu la discussion entre les directions d'être capable d'envoyer ce genre de message qui est clair, qui est simple pour les familles qui ne sont pas non-acquises. Donc, j'ai trouvé l'exemple de cette direction super excellente comme outil pour les parents. C'est bon, c'est bien, c'est une pratique réussie. Puis je peux vous dire que lors de la dernière conférence, téléconférence qu'on a eue, pas téléconférence, vidéoconférence qu'on a eue avec les directions, justement, on a permis à 4 ou 5 directions de partager des meilleures pratiques justement pour bâtir la capacité. Mais je retiens l'idée au niveau de la sécurité. Ça ne faisait pas partie de les capsules qui ont été présentées, mais on en tient compte pour la prochaine. Merci, Mélinda, c'est noté. C'est à mon tour, là. D'autres questions à l'élémentaire? Non? Ça va. Alors, très bien. Donc, au niveau du secondaire, je vais débuter avec la suite de la question de Mélinda. Au secondaire, les élèves sont déjà habitués d'utiliser Google Classroom. C'est l'outil qu'ils utilisent régulièrement. Donc, évidemment, puis ils sont plus âgés, donc c'est très facile pour qu'ils puissent continuer leur apprentissage, alors qu'une petite première année, évidemment, il n'est pas habilité avec ça, donc c'est plus complexe. Au niveau du secondaire, ma collègue Nicole a parlé tantôt d'un modèle. Nous utilisons les 2 modèles au niveau du secondaire, compte tenu de l'âge des élèves et compte tenu du fait que les concepts sont peut-être plus complexes et on veut qu'il y ait des temps où ils ont de l'occasion. Il y a des temps d'enseignement qui peuvent être préenregistrés ou faits directement lors du temps que l'enseignant a prévu avec son groupe classe ou son cours. Et on a mis aussi obligatoirement, pour l'instant, 2 à 3 périodes de clavardage par cours pour chaque enseignant. Donc, un enseignant a 3 cours. Donc, il y a 3 périodes de clavardage par cours de 30 minutes maximum, dans lesquelles on permet aux élèves de poser des questions, de revoir certains concepts qui ont été enseignés pour s'assurer que la compréhension de l'élève est vraiment là. Et ensuite de ça, il procède à ses travaux. Il peut avoir débuté ses travaux avant, peu importe. Donc, on utilise les deux modèles, le synchrone et l'asynchrone. Évidemment, nous avons aussi respecté, vous êtes toujours au courant qu'un cours, c'est 110 heures pour que le ministère ou que la direction puisse accorder un crédit. Donc, évidemment, on est conscient qu'on est dans un mode d'apprentissage différent. Les élèves ont quand même, tu peux changer la page, Chantal. Les élèves ont quand même, on respecte quand même le temps d'enseignement, merci. On respecte quand même le temps d'enseignement ou le temps de travail des élèves qui était demandé par le ministère de l'Éducation. Donc, vous avez le tableau qui est là, 7 et 8, 30 minutes. Je ne passerai pas tout partout, là, un après l'autre, là, mais les heures sont indiquées là en fonction de ce que le ministère recommande. Évidemment, ce que nous avons mentionné aux directions et qu'ils ont dit à leurs enseignants, vous tenez toujours compte du profil de vos élèves. Il y a peut-être des groupes qui apprennent moins vite, c'est plus complexe, comme exemple des cours appliqués. Alors, le temps de travail ou le temps d'enseignement peut varier selon le profil du groupe classe, mais définitivement, ces temps-là sont respectés. Donc, évidemment, au secondaire, parce qu'il y a des crédits, puis quand je dis secondaire, j'inclus les 7 et 8 parce qu'ils sont dans les écoles secondaires. Évidemment, les 7 et 8, c'est au niveau des écoles élémentaires, donc eux sont plus sur le modèle que Nicole vous a présenté, mais au niveau des écoles 7-12, ils sont sous la convention collective des élèves des enseignants du secondaire, donc ils travaillent avec les paramètres que nous avons qu'on a devant nous. Donc, ils ont de l'évaluation formative et sommative. Peux-tu monter un petit peu, Chantal, s'il te plaît? D'accord. Non, reviens, je vais à la fin de la première page. OK, tu peux arrêter, tu ne peux pas faire plus? La page bouge. OK. OK, merci. Laisse-le comme ça, c'est correct. OK. Donc, évidemment, nous aussi, on travaille avec le portfolio pour s'assurer que le travail formatif que l'élève fait
est comptabilisé par l'enseignant et sert de barème pour vérifier si l'élève progresse dans son apprentissage. Notre message est très simple, c'est que tous les élèves doivent progresser dans les cours dans lesquels ils sont inscrits. Donc, c'est à l'enseignant de s'assurer avec les clavardage que l'élève est en train d'apprendre et qui peut surmonter les défis qu'il peut avoir lors de son apprentissage. Donc, on a indiqué un genre d'horaire maître. À titre d'exemple, pour les directions d'école, pour les aider, toutes les écoles secondaires ont indiqué sur leur site web l'horaire de chaque cours avec les clavardages qui sont là. Certains enseignants ont des temps directs avec les élèves pour certains concepts théoriques. D'autres préfèrent faire un enregistrement et le mettre dans Google Classroom. Nous l'avons laissé libre parce qu'il faut comprendre aussi, comme Nicole l'a mentionné, les enseignants ont aussi des enfants qui n'ont pas de gardienne. On peut avoir une famille de 4 enfants qui a un ordinateur dans la maison, papa et maman travaillent à distance, donc il faut être assez flexible par rapport à la manière qu'on offre l'enseignement aux élèves. Évidemment, Google Meet est utilisé, comme on en a parlé, Google Hangout, les mêmes outils qu'à l'élémentaire. Et donc, en termes de suivi que nous faisons au niveau de progrès des élèves, on s'est rendu compte cette semaine qu'il y a des élèves qui ne seront pas connectés à aucune rencontre. Donc, l'attente, le concept, l'attente que nous avons donnée aux directions, c'est que ces enseignants-là contactent individuellement les familles pour voir qu'est-ce qui se passe avec l'enfant qui ne s'est pas encore branché depuis lundi, soit pour faire un travail, soit pour regarder une leçon ou pour faire du clavardage. Donc ça, parce qu'aucun élève ne doit rester en arrière, même si tu es à distance, tu es responsable de tes élèves, donc vois ce qui se passe avec eux. Nous poursuivons au secondaire, on a des réunions d'équipe de la réussite, c'est-à-dire pour les élèves qui sont à risque ou les élèves qui ont des difficultés d'apprentissage ou différents défis. Ces rencontres-là ont toujours lieu. On les a prévues le matin, dans le premier bloc le matin. Donc, selon les besoins, comme ça se faisait régulièrement dans les écoles lorsque les écoles étaient ouvertes. Et il y a aussi des rencontres d'équipe d'appui. Donc, les responsables des différents départements se rencontrent toujours avec l'équipe de direction pour s'assurer que le tout fonctionne bien et que le fonctionnement de l'école secondaire se poursuit. Les écoles secondaires et à l'élémentaire aussi, j'en suis certain, ont gardé des réunions du personnel pour s'assurer justement, surtout cette semaine, pour avoir le pouls de comment les choses vont et d'être capable de réajuster s'il y a des défis qui peuvent arriver en cours de route. J'ai eu la chance aujourd'hui de discuter avec plusieurs directions de secondaire et de tout ce que j'ai entendu à date, c'est que les enseignants ne semblent pas trop dépassés par la technologie, étant donné qu'ils l'utilisaient déjà pas mal avant. Les élèves sont là presque tout le temps. Il y a quelques exceptions, évidemment. À date, les écoles à qui j'ai parlé, j'ai peut-être parlé à 8 écoles sur 13. Ce n'est que du positif de la part du personnel enseignant. Et on a reçu aussi, puis pour une fois, je vais contredire M. Blais, j'ai reçu seulement des commentaires positifs de parents concernant l'enseignement qui était fait. Là, je dis ça, probablement que demain matin, je vais avoir des commentaires négatifs, là, mais j'ai eu que des commentaires positifs jusqu'à date. C'est certain qu'on va réajuster, s'il y a des choses à réajuster. En termes d'évaluation, ce qui n'est pas écrit dans le document que vous avez devant vous, les élèves de 12e année, on doit envoyer une note entre le 23 avril et le 1er mai à l'organisme UAC qui s'occupe d'envoyer les notes aux universités et au collège pour s'assurer que les élèves ne sont pas pénalisés lorsqu'ils vont rentrer à l'université l'an prochain. Donc, ça va être une note qui va être remise à l'élève et aux parents et envoyée aux universités. Pas de bulletin, seulement une note. Et le bulletin sera évidemment à la fin de l'année, comme tous les élèves là, dont le ministère a mentionné à la fin de l'année. Donc, les élèves auront leur crédit. Donc, c'est pour ça qu'au niveau de secondaire, il y a de l'évaluation formative, mais il y aura aussi de l'évaluation sommative pour s'assurer que les élèves rencontrent les critères et les prérequis pour le cours suivant. Parce qu'au secondaire, le cours de maths 9e est obligatoire avant de faire le cours de maths 10e. Donc, il y a des prérequis à avoir et les enseignants sont organisés pour s'assurer qu'ils enseignent les concepts qui sont les plus importants pour être capable de débuter le cours de 10e année dans la même matière pour ne pas pénaliser l'élève en septembre prochain.
Donc, c'est à peu près ce qui se passe au niveau des écoles secondaires. On a évidemment des petits amis qui s'amusent, comme on s'en attendait en début de semaine, on a des petits amis qui s'amusent à faire des petites choses intéressantes, mais on est en train d'analyser ça. De mon côté à moi, je rencontre l'équipe de direction secondaire à chaque semaine pour répondre à leurs inquiétudes, leurs questions, etc. Il y a quand même des programmes assez spécialisés au secondaire sur lesquels on doit être c'est plus complexe, comme un stage co-op, exemple. Donc, ils ont beaucoup de questions par rapport à ces programmes-là. Donc, on a une rencontre 1 fois par semaine avec les directions. À date, les choses semblent aller très bien. Alors, je suis prêt à prendre des questions si vous en avez. Juste un petit ajout avant les questions pour Jérôme. Je voulais juste vous dire au niveau du TPCL, la réussite, je pense qu'on vous l'avait déjà dit, là, mais ça vaut la peine d'être réitéré. L'obligation d'avoir réussi le TPCL ou le CLESO est enlevée cette année. Toute la question du 40 heures de service communautaire est enlevée également pour nos élèves de 12e année. Donc, l'approche c'est vraiment question d'assurer que le fait que les jeunes ne soient pas à l'école n'empêche pas un élève de la 12e année de terminer son secondaire puis d'accéder au post-secondaire. Donc, si vous avez des questions pour Jérôme, je ne vois pas, peut-être Chantal, tu pourrais enlever le document qui nous permettrait de voir l'ensemble des visages et des mains levées au besoin. Donc, allez-y. Commencer? Donald? Oui. Est-ce qu'il est trop tôt de savoir dans les jeunes à risque, est-ce qu'il y en a qui fonctionnent bien dans le nouveau système? Il est trop tôt pour le savoir, M. Blais. Par contre, ça va répondre à des besoins pour certains élèves et pour d'autres élèves, peut-être qui ne sont pas à risque, qui sont très performants. Ça va être un petit défi pour eux, dépendamment de leur style d'apprentissage. Donc, évidemment, il est trop tôt présentement pour donner une réponse à ça. C'est la raison pour laquelle j'ai insisté que les équipes écoles aient toujours leur réunion d'équipe de la réussite pour s'assurer que ces élèves-là qui sont à risque, qui étaient à risque, qui vont pas mettre encore à risque, soient pistés et soient suivis de façon plus pointue, parce qu'on ne veut pas que le fait qu'on est de cette manière-là en termes de l'enseignement, on ne veut pas que l'élève soit pénalisé, au contraire. Et ça a été très clair, la rente est très claire de ma part avec les directions d'école. Chaque enseignant qui a les élèves dans sa liste de cours en est responsable au niveau de l'apprentissage et de ses suivis. Et si l'élève ne se présente pas dans ces temps de rencontre, c'est à l'enseignant de faire un suivi, de parler avec sa direction pour faire d'autres suivis. Mais présentement, il est trop tôt pour dire s'il y a des élèves qui sont à risque. Ça fait juste 3 jours. Moi, je crois qu'il y en a qui vont mieux fonctionner. Ceux qui étaient stressés d'être en classe, être à la maison, peut-être qu'ils vont mieux fonctionner. Oui. Et l'autre question est un peu plus drôle. Il y en a-tu qui restent en pyjama toute la journée? Il y en a-tu qui ont des uniformes? Ils ne mettent pas l'uniforme, ça c'est garanti. On a vu des élèves qui étaient... c'est bon, mon avenir. On a vu des élèves qui étaient dans la salle de bain lorsqu'ils étaient en train de le cours. Oui, effectivement. Donc, c'est un petit peu... C'est de l'éducation à faire auprès des élèves pour leur écouter. Soyez présentables. Merci, Donald. Donc, c'est une bonne question, Donald. C'est Annick qui va être lancé le challenge à la prochaine réunion du CCED pour partager comment on travaille avec les élèves en grand besoin. En fait, elle va vous en parler également ce soir là, sur comment on assure un appui à ces élèves-là, les élèves à risque et à besoins particuliers. J'ai vu que Geneviève, par contre, avait une question. C'est plus un commentaire, puis je sais qu'on a un élève conseiller, donc peut-être qu'Émile peut aussi nous partager son expérience, mais je veux juste confirmer qu'au niveau, au palier primaire, comme Mme Mollo a partagé, effectivement, tout ce qu'elle a partagé s'est produit cette semaine pour mon enfant. Donc, on a eu les rencontres avec la classe, la rencontre individuelle et des travaux. Donc, j'étais très impressionnée que tout a été mis en marche. Le professeur avait même enregistré des capsules sur YouTube. Donc, ça m'a beaucoup impressionné à quel point les professeurs s'étaient adaptés rapidement et avaient mis
sur le Google Classroom, là, beaucoup déjà d'informations pertinentes et même pour nous, les parents, pour nous aider à naviguer le Google Classroom parce que c'était peut-être nouveau pour certains. Et comme M. Pépin l'a mentionné au palier secondaire, les élèves étaient déjà habitués avec la technologie, donc ça s'est bien passé. Mais je peux vous confirmer aussi qu'aujourd'hui, je voyais que mon enfant de 9e année avait des cours en ligne. Donc, il y a des professeurs qui avaient des cours d'1 heure au complet avec toute la classe et les travaux sont à faire. Donc, c'est bien, ça leur donne une routine, ça les garde motivés. Donc, chapeau, bravo, parce que je parle avec des employés à moi qui ont des enfants dans d'autres systèmes et ce n'est pas la même chose qui se passe. Donc, on me disait que j'étais très chanceuse. J'ai reçu ce commentaire-là aussi de quelques parents qui m'ont dit que ce n'est pas comme ça dans d'autres systèmes. Effectivement. Merci Geneviève. Jérôme, j'avais une question. Excuse, Émile a une question. Vas-y. Ben, c'est justement pour supporter ce que Geneviève disait du point de vue des élèves. J'ai été communiqué par plusieurs élèves juste avant le début, le 5, avec beaucoup de stress et d'anxiété de qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui se passe à mon cours, je vais-tu échouer, je vais-tu passer. Mais c'est après cette grosse haute panique, le transfert s'est très bien fait. Les élèves se sentaient supportés, puis il y avait comme une routine qui pouvait rentrer. Évidemment, ce n'est pas ça pour tous les élèves, mais une grande majorité, ça a été ça. Puis ça va chercher différents types de méthodes de travail qui vont aller chercher l'autonomie, surtout chez nos élèves du secondaire, de s'auto-gérer puis d'aller faire le travail parce que tu n'as pas un enseignant qui est juste là pour aller te dire de faire ton travail 24 heures durant le temps de classe. Fait que, OK, j'ai mon travail sur Classroom, il faut que je le fasse par cette date-ci. Fait que ça va chercher d'autres habiletés que des fois étaient un peu mis sur le côté, que je trouve que c'est une excellente chose, mais c'est aussi à travers quelque chose que je trouve très drôle, c'est que contrairement chez nos compatriotes, les anglophones, il y a un conseil anglophone pas loin de chez nous, où est-ce que j'habite, qu'ils n'ont encore rien en place, que les élèves ne sont complètement pas supportés, puis qu'ils sont juste laissés là. Fait que ça fait juste montrer comment que nous autres ici, à Mon Avenir, on était prêts et tout a été mis en place, puis ça a très bien fonctionné. Merci, Émile. Moi, j'aurais 2 questions d'ordre général quand ce sera le temps. Pierre, excuse. C'est mon tour? Oui. OK. La première, je vais demander les 2 questions, puis ensuite, ce sera quiconque qui peut y répondre. La première, c'est justement par rapport à l'Internet, et je suis contente de voir que les enseignants doivent faire des suivis, mais est-ce qu'au bout d'un mois, peut-être, est-ce qu'on pourrait faire un genre d'analyse à savoir c'était quoi le pourcentage d'élèves qui ont eu des difficultés à entrer en ligne? Parce que moi, j'ai une région, le nord du comté, qui est à problème. Donc, peut-être dans un mois, j'aimerais savoir si tout est bien allé ou s'il y a eu des problèmes. J'imagine qu'il y a d'autres conseillers scolaires qui ont la même question. L'autre question, c'est par rapport aux assurances. J'ai su que Nouvel-On a contacté nos assurances, là, ASB, à savoir si les enseignants étaient assurés lorsqu'ils travaillaient à la maison, de 1, et de 2, s'ils allaient prendre des marches puis ils se blessent, qu'est-ce qui arrive? J'ai trouvé ça pas mal poussé, mais quand même, j'ai pensé peut-être apporter ça à la réunion ce soir. Merci, Claire. Je vais laisser Vincent adresser la question de blessure parce que c'est une véritable préoccupation chez nous. Heureusement, on n'est pas dans la même situation que Nouvel-On. Déjà, eux, à la journée 1 du télétravail, une direction d'école qui s'était fracturée la cheville. C'est peut-être pour ça que ça a pris plus d'ampleur chez eux. Au niveau de l'Internet, je peux te dire que les parents qui ont des défis communiquent avec les directions d'école et les surintendances. Je peux te dire que sur l'ensemble de notre territoire, toutes les écoles de langue française, qu'elles soient catholiques ou publiques, ont débloqué leur réseau pour assurer un accès. Dans le nord du comté de Simcoe, une région qui te préoccupe probablement, j'ai été en communication également avec
la ville de Penetang et le canton de Tiny. Je suis toujours en attente de réponse, là, à savoir si eux pourraient débloquer les réseaux dans l'ensemble de leur installation. J'ai communiqué avec Bonita Desroches qui me donnait tous les contacts des gens importants à qui je devais parler. Donc, en attente de réponse là, à ce niveau-là. Je pense qu'il y a juste la région, on nous avait fait part de la région de Stouffville et de la péninsule du Niagara. On assure des suivis à ce niveau-là aussi. Mais à date, ce n'est pas comme si on a plusieurs parents qui nous ont souligné le défi, ni membres du personnel. Les membres du personnel, on leur a également dit qu'ils pouvaient se rendre aux besoins là, à l'ensemble des écoles de langue française pour accéder au réseau pour des périodes de temps. Il y a quelques parents, quelques familles qui avaient manqué peut-être notre message de la semaine dernière ou de la semaine d'avant par rapport à l'accès à une technologie, s'il n'y avait pas une tablette, un téléphone intelligent ou un ordinateur à leur disposition, qu'on se faisait un plaisir de leur en prêter. Donc, ces familles-là, on est en train d'assurer des suivis cette semaine pour assurer que les enfants aient tous les outils nécessaires pour pouvoir compléter leurs tâches. Au niveau des assurances blessures au travail, Vincent, je te cède la parole. Monsieur le directeur. Donc, effectivement, on s'est empressé également de faire une recherche pour voir quels étaient les questionnements qu'on devait avoir par rapport à toute la question des accidents de travail dans le cadre du télétravail, du travail à domicile. Ce qu'il faut savoir, c'est que la CESPAT n'encadre pas, de par la loi de la santé et sécurité au travail, très clairement toute la disposition du travail à domicile. Donc, nous avons axé notre stratégie cette semaine sur de la prévention, que nous avons donc envoyé de l'information à tout notre personnel pour les sensibiliser sur des points importants concernant leur installation pour minimiser toute capacité d'incident ou d'accident de travail dans un cadre de travail à domicile. Alors, on leur a donné des conseils via de cette information-là. On leur a mis à disposition des vidéos touchant surtout le sujet de l'ergonomie, l'installation du poste de travail quand vous êtes à domicile, le choix du lieu de travail, comment s'installer au niveau du positionnement par rapport à un ordinateur, le choix de la chaise, comment positionner ses pieds, ses bras, les mains sur le clavier. Et on leur a demandé aussi également d'ici la fin de la semaine prochaine, de participer à une vidéo qui existait déjà sur une plateforme qui est en ligne touchant l'ergonomie et de façon à ce qu'on puisse monitorer qui va suivre la formation ou pas, de façon à ce qu'on puisse, si on a un incident ou un accident à un moment donné qui nous est rapporté dans le cadre du travail à domicile, de façon à ce qu'on ait fait notre due diligence par rapport à nos obligations envers la santé et sécurité au travail. Et chaque cas sera étudié au cas par cas, comme on le ferait si un accident de travail arrivait ou un incident dans une de nos écoles, en fonction de paramètres que nous avons déterminés et qui nous permettront d'analyser les situations. Alors, pour faire une synthèse, on a axé beaucoup la stratégie sur la prévention, prévenir les gens dans le sens où on veut qu'ils s'installent de façon sécuritaire chez eux et en leur donnant toute l'information nécessaire et la formation et l'accès à de la formation qui était déjà disponible et en ligne. Merci Vincent. Maintenant, vous pouvez vous imaginer que ça a suscité une panoplie de questions à savoir est-ce que je peux venir chercher mes écrans, ma chaise ergonomique, etc., etc. Donc, on se penche là-dessus. Pour les employés, chose certaine, on a même eu la question, est-ce que vous allez m'acheter un pupitre, une chaise ergonomique? Non. Par contre, si ces équipements-là existent, puis c'est quelque chose qui était utilisé sur une base régulière, on verra ce qu'on peut faire pour accommoder nos gens. Mais au moins, on a été proactif au niveau de l'ergonomie pour tenter de minimiser autant que possible les blessures. Merci. J'ai besoin d'une chaise, donc celui-là. Moi aussi, je travaille de la maison. Je pourrais-tu avoir une chaise? Oui, de moi et toi. Ah. Est-ce qu'il y avait
d'autres suivis aux questions pour Jérôme? Jérôme, je vois Max. Oui. Excusez, c'est pas pour Jérôme, je reviens au palier élémentaire juste pour dire bravo parce qu'en ayant 2 enfants, ce palier-là, ça fait 3 jours et tout fonctionne très bien. Je suis confiant que tout va bien se dérouler à long terme, peu importe comment long terme c'est. Mais je voulais aussi dire bravo, mes félicitations au site qui a été fait pour le plan d'apprentissage. L'information était claire. Tout était beau, c'était beau visuel, le flow était très bien, le design était très bien pour ça. Donc, je voulais juste mentionner ça et aussi faire mention de félicitations de ne pas oublier la semaine sainte, étant donné avec tout le chaos qui se passe de ces temps-ci. Encore, cette page-là paraît très, très bien et les activités sont très bien. Félicitations pour ça. Merci. Chapeau, j'ai remercié les équipes tantôt, mais au niveau de la page web, chapeau à Michael et son équipe, vous avez vu passer plein de communications. C'est une vraie machine à production, donc chapeau également à cette équipe-là. Merci. D'autres questions? Non. Alors, Jérôme, une question. Quand on parle des équipes d'école, donc, dans la routine scolaire, chaque jour, il y a une enseignante, une éducatrice et une enseignante. J'oublie tous les acronymes. Donc, quand on parle d'une enseignante qui suit ses élèves pour un cours de français, puis il manque 4 ou 5 élèves, parce qu'eux autres ont aussi de grands défis d'apprentissage. Comment est-ce que l'enseignante est capable d'avoir une équipe avec elle ou est-ce qu'elle est seule dans tous les... Bonne question, puis je pense qu'Annick va pouvoir embarquer aussi là-dessus dans une petite minute. Ce que l'on fait, nous, au niveau de l'équipe de la réussite, c'est une équipe qui discute des élèves qui ont des défis au niveau de leur apprentissage ou de rendement au niveau de l'école. Et ces élèves-là sont déjà connus par les équipes d'enseignants. Donc, moi, comme enseignant de français, on a déjà discuté avec mes collègues enseignants de ressources, les enseignants de la réussite, et on sait que quand je vais enseigner ce concept-là, il y aura des défis avec Jérôme. Donc, c'est là que l'enseignant ressources va peut-être aller appuyer après l'élève parce qu'il sait c'est quoi la leçon qui a été présentée, et l'enseignant aéré qui suit des élèves qui sont à risque parce que c'est son travail, l'enseignant responsable de la réussite des élèves, c'est son travail. Donc, lui aussi, il fait des suivis avec les élèves, même si c'est moi qui est l'enseignant de français, mon élève, c'est un élève qui est à risque, l'enseignant de la réussite s'en occupe déjà à l'école, il va faire des suivis avec cet élève-là aussi pour s'assurer qu'il ne tombe pas dans les cracks du système et qu'il y a un filet de sécurité pour l'aider. Mais Annick pourra ajouter là-dessus dans une minute. OK, je garde la prochaine question pour Annick plus tard. D'accord. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, alors je vais retourner à toi, André, ou c'est Annick maintenant? On va laisser aller Annick, puis on va demander à Chantal de remettre la présentation. Merci. Bonsoir tout le monde. Donc, je vais vous présenter brièvement ce que nous faisons pour appuyer nos élèves ayant des besoins particuliers, donc les élèves qui ont un plan d'enseignement individualisé et qui reçoivent déjà de l'appui au sein de l'école. Il est à noter que pour nos élèves qui bénéficient d'une technologie d'aide, c'est-à-dire un Chromebook, un iPad, un ordinateur portable, les élèves ont eu la chance de venir chercher leur équipement la semaine dernière ou lundi matin pour pouvoir avoir accès à leur équipement pour qu'ils ne puissent rien manquer, puissent participer pleinement aussi à l'apprentissage en ligne. Donc, afin qu'on puisse bien appuyer nos élèves ayant des besoins particuliers, il faut vraiment avoir une approche de collaboration entre l'enseignant titulaire, l'enseignant ressources, l'enseignant de la CPV aussi, l'aide enseignant ou l'éducateur spécialisé. Donc, toutes les personnes qui appuient l'élève ont dû se rencontrer, ont dû se parler et définir comment ils allaient appuyer les élèves, soit lors des rencontres en groupe live, dans les leçons en direct, ou soit dans les leçons qui n'étaient pas en direct. Et par la suite aussi, comment ils allaient donner du soutien un peu plus individuel. Donc, il y a eu des sous-groupes d'élèves qui ont été créés
où on a amené des élèves ensemble avec l'enseignante ressource ou avec l'aide enseignante, et puis pour faire des petites leçons, pour revoir certains concepts, pour aussi voir comment ça se passait, comment ça allait. Parce que pour certains de nos élèves, cette nouvelle façon d'aborder l'apprentissage peut s'avérer angoissante un peu. Il y a de l'anxiété. Donc, pour eux, ça a été une adaptation d'utiliser le mode les différentes plateformes pour pouvoir recommencer à apprendre et recommencer à participer à leur vie scolaire. Donc, ce qu'on a demandé aussi au personnel enseignant, c'est qu'ils devaient bien sûr cibler les apprentissages essentiels du PEI, donc du plan d'enseignement individualisé. Parce que nous travaillons surtout la littératie, la numératie, mais aussi des apprentissages essentiels au secondaire. Donc, le personnel a été invité à se pencher sur les plans d'enseignement individualisé des élèves et de cibler qu'est-ce qui est essentiel. On communique ça avec les parents. Donc, on a commencé, mais ça se poursuit là, dans les prochains jours, cette communication-là avec les parents pour pouvoir leur dire qu'est-ce que nous allons travailler avec leur enfant pendant cette période d'apprentissage à la maison. Chantal, si on peut passer à la 4e page. Merci. La dernière page, je suis désolée. Oui, c'est ça. Alors, on est en train de faire ça. Et aussi, on avait des élèves, pour ceux et celles qui viennent au CCED, là, au comité consultatif sur l'enfance en difficulté, vous savez que nous avons aussi une obligation au niveau des comités d'identification, de placement et de révision pour nos élèves. Donc, nous avons développé dans cette nouvelle structure que nous avons une façon pour que les CIPR aient lieu, une façon pour accommoder aussi les parents qui n'aient pas besoin nécessairement de venir se présenter. Donc, on appelle ça une renonciation à la rencontre. Donc, ils acceptent l'identification de leur enfant. Nous faisons toujours ils acceptent que leur enfant soit placé selon le placement qui est là présentement. Et ainsi, on va faciliter là, les services pour les enfants en difficulté, puis aussi pour les parents. Il y a aussi il a fallu qu'on détermine aussi du cas par cas la durée des apprentissages. Donc, un élève qui a des besoins importants ne peut pas nécessairement suivre les 5 heures à l'élémentaire d'apprentissage à la maison par jour. Et au secondaire, ne pourrait peut-être pas faire tout ce qui est attendu de lui. Donc, ça aussi, il a fallu réajuster ça du cas par cas. Donc, les enseignants ressources ont dû communiquer avec les élèves et les parents pour leur présenter comment on allait mettre en œuvre le PEI, le plan d'enseignement individualisé. Il a fallu aussi prévoir l'envoi de différentes ressources parce qu'il n'y a pas seulement les appareils technologiques qui appuient l'élève dans son apprentissage, il y a aussi parfois d'autres appareils. Donc, on est en train d'organiser l'envoi ou que les parents puissent venir chercher d'autres types d'appareils pour qu'ils puissent appuyer leur enfant à la maison. Donc, ça fait un peu l'ensemble, ça couvre un peu ce que pour les enfants qui ont des besoins particuliers et les enseignants, qu'est-ce que nous avons mis en place. On a aussi élaboré rapidement un guide pour le personnel qui travaille avec les enfants en difficulté. On a mis à leur disposition aussi du personnel ressources, aide enseignants, éducateurs spécialisés, une panoplie de ressources en apprentissage, en autisme, en santé et bien-être, en gestion du comportement aussi. Donc, tout est là, puis c'est des ressources tant pour les éducateurs que pour les parents. Donc, dans les contacts avec les parents, si on se rend compte qu'il y a certains défis à certains moments, le personnel enseignant aura des ressources aussi à partager avec les parents. En ce qui concerne le personnel des services à l'élève, bien pendant toute cette période, ils sont toujours là pour offrir des sessions, soit en travail social, soit en orthophonie, en utilisant Google Meet ou une autre plateforme là, selon les élèves. On poursuit notre travail aussi de consultation, donc auprès des parents et des élèves autistes qui recevaient déjà des services. Il y a aussi, on maintient toutes les rencontres qui avaient déjà été prévues pour présenter des rapports psychoéducationnels ou des rapports orthophoniques. On poursuit avec ça, on convoque les parents soit par audio, soit par vidéo conférence et on va de l'avant avec ça.
Et bien sûr, on est disponible pour toutes les questions et appuis pour le personnel des écoles. Je dois vous dire qu'on en a beaucoup de questions. C'est une nouvelle réalité pour tout le monde, mais les gens sont très optimistes et les gens sont très enthousiastes par ce nouveau défi auquel on fait face. Et on voit beaucoup de positifs. Autant que ça peut être difficile pour certains, autant qu'on voit beaucoup plus de positifs et beaucoup plus d'opportunités pour nos élèves ayant des besoins particuliers pour réussir dans ce système-là ou dans cette nouvelle façon-là. Donc, ça fait le tour. S'il y a des questions, ça va me faire plaisir de répondre. Questions? Peux-tu fermer le partage de l'écran, Chantal? Je ne vois pas de questions. Puis on va, Madame la Présidente, présenter ça de façon beaucoup plus exhaustive la semaine prochaine à la réunion du CCAD. Donc, si les gens veulent se brancher, Oui. ça va nous faire plaisir de les avoir avec nous puis leur présenter de façon plus détaillée exactement les rôles de chacun. OK, donc ça c'est 17.1, donc je n'ai pas besoin de lancer l'invitation, mais ça sera grand apprécié d'avoir cette présentation au CCAD aussi. André, tu avais? Je voulais juste, Annick, je suis désolé si tu l'as mentionné, là, parce que j'étais en train de lire des messages des gens. Est-ce que tu as adressé la question de santé mentale et les ressources qu'on avait mises à disposition? Non, je ne l'ai pas adressé. Donc, merci de l'avoir mentionné. Donc, on a mis à la disposition tant du personnel des écoles que pour les parents et que pour les élèves, différentes ressources qui ont été créées par le Service en santé mentale Ontario. Donc, différentes choses ont été envoyées, différentes ressources ont été envoyées à la maison. Il y a des choses aussi qui ont été mises sur le site web du Conseil en santé mentale. Et on continue d'alimenter. On n'a pas voulu nécessairement surcharger les gens parce qu'il y a eu beaucoup de communication dans les dernières semaines. Donc, on envoie ça au compte-gouttes pour que les gens puissent apprécier les ressources qu'ils reçoivent et puissent les utiliser. Merci, Annick. Puis peut-être une autre chose qui pourrait intéresser les gens en lien avec les écoles 7-12, c'est toute la question des programmes de l'IB. Donc, j'inviterai Jérôme à nous faire une petite mise à jour. Effectivement, j'ai omis de le faire tantôt. Évidemment, avec ce qui se passe présentement, vous avez peut-être entendu parler des programmes que nous avons au niveau des programmes de l'IB, c'est international. Nous avons dans nos écoles, évidemment, le programme le diplôme qui est en 11e et 12e année, dans lequel les élèves ont des examens finaux à faire. En 11e et en 12e. Et en 12e année, l'élève reçoit sa certification après. On a le programme intermédiaire PEI de 7e à 10e année, où l'élève a le choix de faire des examens en 10e année. Et on a aussi un programme élémentaire qui, lui, n'est pas touché. Là. On l'a dans 2 écoles élémentaires, l'école à Suzanne. Et on a aussi une école qui a le programme TOC. C'est un programme qui mélange le diplôme avec certains cours qui sont plus manuels ou plus ou moins intellectuels, si je peux dire ainsi. L'IB a annulé tous les examens pour le diplôme. Donc, les élèves n'ont pas d'examen et a aussi annulé tous les examens pour le PEI, le programme intermédiaire. Ces examens-là ont lieu en mai habituellement. Donc, évidemment, donc ça, c'est communiqué, les élèves le savent. L'autre élément que nous sommes en train de regarder, de travailler très fort avec l'IB, c'est que au niveau du diplôme, surtout les 11e et 12e années, entre autres, ceux qui sont dans la voie de sciences, tu as beaucoup de laboratoires à faire. Évidemment, comment faire un laboratoire quand tu es à la maison. Donc, l'IB, c'est un organisme qui est très normalisé, qui est très, je ne dirais pas régimenté, mais qui ont des normes très strictes en termes de réussite pour les élèves. Donc, on travaille beaucoup avec eux pour tenter de trouver des solutions où on est capable d'offrir à l'élève ce qu'il a besoin d'avoir en tenant compte du contexte dans lequel on se trouve, où l'élève ne peut pas faire de laboratoire comme tel. Donc, on est en travail très serré avec l'IB pour tous les programmes que nous avons au niveau du secondaire. Et à date, ça va très bien. Les élèves, pas les élèves, mais le personnel est
est engagé et poursuit les tâches qu'ils ont à faire et il n'y aura aucun élève qui sera pénalisé au niveau de ces 3 programmes-là, évidemment. Donc, c'était pour vous mettre au courant que les examens n'ont pas lieu tant au niveau du diplôme qu'au niveau du PEI. Nous sommes en attente pour un remboursement ou un crédit pour les élèves de 11e et 12e année et du niveau de 10e année parce que les examens sont payés par les parents au niveau de ces programmes-là. Donc, obligatoire au niveau du diplôme. Donc, on est en train de voir comment on attend les réponses de l'IB pour faire les remboursements ou les crédits. Voilà. OK, merci, Jérôme. Question? Commentaire? Non. Donc, j'aimerais prendre juste 2 minutes pour vous remercier pour cette mise à jour de notre plan d'action, de nos communications et de nos efforts sur le territoire à travers notre conseil. Une fois de plus, nous vous remercions pour votre temps, votre énergie, votre engagement et notre dévouement envers nos étudiants et nos familles, mais aussi pour vos propres priorités familiales. Je sais que c'est un grand défi aussi. Cette période a été très difficile pour nous tous. Donc, nous sommes dans un mode de travail qui n'est pas la norme pour beaucoup et nos compétences en manière de travailler en équipe seront extrêmement importantes dans les prochaines semaines. Donc, je vous remercie à tous et à toutes. Monsieur Blanc? Rien. Pas d'ajout. Écoutez, d'entrée de jeu, j'ai remercié et félicité l'équipe. C'est un travail exceptionnel qui a été fait dans très peu de temps. Puis, si on est où on est rendu aujourd'hui au niveau de l'appui de l'apprentissage et l'appui au système en général, c'est grâce aux membres d'équipe que vous voyez à l'écran devant vous. Donc, chapeau à tous ces gens-là. OK, merci. S'il n'y a pas d'autres questions, on continue. On continue. Donc, 6, adoption du procès-verbal. 6.1, adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil du 26 février 2020. Un proposeur qui était là. Donald, oui. C'est quel point encore? 6.1. 6.1. Attends, j'arrive là. 6.1. Que le Conseil adopte le procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil du 26 février 2020 sous la forme présentée. Appuyé par Geneviève. Questions, commentaires? Alors, tous en faveur? Unanime. Adopté. 7, sans objet. 8, sans objet. 9, recommandation des comités. Rapport 9.1, rapport de la séance à huis clos du Conseil du 8 avril 2020. Proposeur. Et Max? Le Conseil approuve les résolutions adoptées en séance à huis clos du 8 avril 2020. Appuyé par... Dorothée. Dorothée, merci. Okay. Tous en faveur. Merci. 9.2, rapport des réunions publiques des comités du Conseil. 9.2.1, réunion du comité de travail du 11 mars 2020. 9.2.1.1, rapport EDU 05-03-2020, élève 13, commotion cérébrale. Un proposeur, s'il vous plaît. Claire. C'est sur Surdine. On ne t'entend pas, Claire. Non, tu es toujours sur Surdine, Claire. Ah. On va l'appuyer. Est-ce que tu veux que je la lise? Oui. Que le Conseil approuve la politique ELV 13, commotion cérébrale, selon le rapport EDU 05-03-2020, intitulé Politique ELV 13, commotion cérébrale.
Un appuyeur? Non, non, c'était Dorothée. D'accord, merci. Donc, c'était juste une mise à jour de la politique sur les commotions cérébrales. Donc, si vous avez des questions, Annick, ça fera un plaisir. Question? Sinon, tout en faveur? Merci. 9.2.1.2, communiqué, sans objet. 9.2.2, réunion du comité de vérification du 8 avril 2020. 9.2.1.1, rapport finance 06-04-2020, embauche la firme d'audit 2019-2020 à 2021-2022. Un proposeur. Proposeur, quelqu'un? Dominique? Vas-y. Tu as oublié 2 motions. On peut-tu, si je peux, juste retourner à la page 6 au 9.2.1.3. Donc, à la page 6, il y a 2 autres rapports qu'on doit approuver avant de se rendre au 9.2.2. Tu as passé une page, Melinda. Oui. Oui. Je vais faire la 9. Excuse, oui. Excuse. 9.2.1.3, rapport finance, fonds pour l'éducation en milieu rural et dans le Nord. Un proposeur. Je vais faire. Geneviève. Dominique, vas-y. OK. Que le Conseil autorise l'ajout de l'École élémentaire catholique Samuel de Champlain, de l'École catholique Monseigneur Jameau à la liste des écoles éligibles à la subvention au Fonds pour l'éducation en milieu rural et dans le Nord, son rapport FIN 0304-2020, intitulé Fonds pour l'éducation en milieu rural et dans le Nord. Appuyé par... Dorothée. J'ai Geneviève, vas-y. OK. Donc, ici, c'est juste un rappel là, que nous avions 2 écoles qui étaient désignées rurales. Il y avait l'école Sainte-Croix à La Fontaine et l'école Sainte-Marie à Simcoe, dans le comté de Norfolk. Et on avait décidé, on avait recommandé à la table d'ajouter l'école Samuel de Champlain et Monseigneur Jameau, 2 autres écoles éloignées qu'on pensait pourraient bénéficier de ces fonds additionnels. Et merci. Question? Pas de question, donc en faveur de ce point. OK. Adapté. 9.2.1.4, rapport PLA 0503-2020, rapport portant sur les propriétés déclarées excédentaires par d'autres conseils scolaires et agences provinciales. Un proposeur. Monsieur Bell. Ça y est. OK. Que le comité de travail recommande au Conseil lors de sa réunion publique du 25 mars 2020 de ne pas approuver les propriétés mises en disponibilité par les conseils scolaires limitrophes tels que décrits dans le rapport PLA 0503-2020 intitulé « Rapport portant sur les propriétés déclarées excédentaires d'autres conseils scolaires et agences provinciales et pour laquelle le conseil ne manifeste aucun intérêt, soit site 2670 Promenade Cavendish, Burlington, site 2344 rue Dundas, Burlington, site 2122 rue Dundas, Burlington, 62084 rue Dundas, Burlington, site 2460 rue Dundas, Burlington, site 6288 9th Line, Milton, site 2276 route Kent, Burlington, site 390 route Centennial, Toronto, site 6 rue Huron, Angus, portion de Bloordale Middle School, Toronto,
portion 185 rue Park North, Hamilton. Max, J'appuie. J'avais Max. Donc, est-ce qu'il y avait des questions? Ajout, pas de questions, alors tous en faveur? OK. Maintenant, page 7. 9.2.2, réunion du comité de vérification du 8 avril 2020. 9.2.1.1, rapport FIAN 06-04-2020, embauche de la firme d'audit 2019-2020 à 21-2022. J'avais Dominique. Oui, Madame la Présidente, alors que le Conseil approuve la nomination de la firme d'audit Baker Tilly comme auditeur du Conseil scolaire catholique Mon Avenir pour les 3 prochaines années, 2019-20, 2020-21, 2021-22, avec une option de prolongement de 2 années, 2020-22-23 et 2023-24, et fixe leurs honoraires au montant indiqué dans leur soumission. Son rapport FIN 06-04-2020 embauche la firme d'audit. Appuyé par Geneviève. Est-ce qu'il y avait des questions? Oh, M. Blais. J'allais simplement dire, pour ceux et celles qui ne le savaient pas, il y a eu une réunion extraordinaire du comité de vérification à 18h30 ce soir où on a présenté un rapport qui, justement, recommandait l'embauche de la firme Baker Tilly jusqu'en 2022. Et c'est la recommandation qu'on vous amène ce soir. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions? Pas de questions, donc tous en faveur pour ce point. C'est la merci adoptée. 10, études des rapports sans objet. 11, affaires courantes. 11.1, la fausse CSC. Juste une petite mise à jour de 3 points. Prochaine rencontre du CA sera le 20 avril. Donc, le CA va continuer d'avoir des rencontres par CA avec Zoom aussi pour continuer à partager des dossiers. Vous avez vu que le congrès de la FOCC en mai était repoussé en septembre, les 10 et 11 au Courtyard Marriott. Et la journée de visibilité sera repoussée en novembre. On est juste en train de confirmer la date en novembre. Et le congrès de la SEC à Blue Mountain en juin est annulé. Donc, l'année prochaine, la prochaine rencontre de la SEC sera à Saskatoon et en 2022, les 2, 3, 4 juin, le congrès sera tenu ici à Blue Mountain. Donc, il n'y a rien d'autre pour la FOCC s'il y a des questions. Non, on continue. 12, sans objet. 13, sans objet. Avis de motion, sans objet. Correspondance, sans objet. 16, motion de recevoir. Émile. Je suis prêt. Que le Conseil reçoive en bloc les documents présentés en réunion publique à titre d'information et aux fins de discussion seulement. Mise à jour, plan d'appui à l'apprentissage et rapport des réunions publiques du Conseil. Appuyé par Claire. Question? Appuyé par qui, désolé? Claire Thibodeau. Merci. Pas de question, alors tous en faveur. C'est beau, adopté. Questions diverses. Est-ce qu'il y aura des questions diverses? Pas de questions? Comme Mme Gagnon a mentionné, nous aurons une rencontre du CCED la semaine prochaine, Madame? La semaine prochaine. Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, M. Blais? Oui. Question. Donc, je peux lever de la réunion ordinaire du Conseil à 20h52. Je vous remercie à tous et toutes. Je vous souhaite une belle soirée. Bonne soirée. C'est le fun de ne pas être obligé de dire bonne route. Oui, oui. C'est loin pour moi. Merci. Bonne soirée à tous. Merci Chantal de suivi.
Et Max, va sortir des vidanges. OK. Ouais, OK, merci. Ça, c'est la même chose. Salut. Bye. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Joanne.